Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Alors, vous comprendrez que je suis à l'extérieur, une belle journée de pluie. On n'en demande pas plus pour le printemps. Il faut nourrir ces arbres, ces plantes qui vont sortir leurs feuilles d'ailleurs. Mais je me garde au sec quand même pour pouvoir faire un sujet super important qui, pour moi, est la lutte environnementale. Mais pas uniquement la lutte environnementale, je dirais l'intersectionnalité entre les luttes autochtones et la lutte environnementale. Pourquoi on parle d'intersectionnalité? Pourquoi on parle même de discrimination, de racisme au sein des luttes environnementales? C'est qu'on va avoir beaucoup de points de conversation entre les deux milieux autour justement de la discrimination environnementale, autour du racisme environnemental. Et c'est un sujet qui est très difficile à avoir parce que vous avez entendu dernièrement le racisme systémique et vous savez comment la conversation a été très compliquée à avoir avec nos gouvernements, avec les citoyens. Fait, imaginez ce genre de lutte-là, de ce genre de discussion-là même, qui a lieu mais au sein de la mouvance environnementale. Fait quand même quelques dizaines d'années qu'on essaye de transformer le milieu environnemental, de le décoloniser, et le processus s'est quand même fait plus rapidement avec justement les groupes environnementaux, les militants environnementaux, parce que cette discussion-là est venue avec leurs intérêts, avec leur point de vue et aussi leur observation sur le terrain. C'est que pendant des décennies, on a dit que les changements climatiques allaient amener des conséquences, des conséquences discriminatoires envers les communautés autochtones en premier, parce qu'on était sur les terrains, parce que les conséquences des changements climatiques allaient se ressentir sur les communautés autochtones, et pas uniquement les communautés autochtones, mais les communautés racisées, les femmes, les enfants, les aînés, tous les groupes qui ont souvent comment je peux dire, un biais discriminatoire au-dessus de leur tête vont avoir à subir les conséquences des changements climatiques plus drastiquement. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas accès au même pouvoir, à la même argent que des personnes en pouvoir pour pouvoir contrer justement les effets des changements climatiques. Mais pourquoi est-ce qu'entre la lutte environnementale et les luttes autochtones, on voit une relation qui s'est créée? Je dirais que j'ai beaucoup observé à partir de ma militance avec I Don't Know More, quand les mouvances environnementales et les mouvances autochtones se sont joints autour d'un des points de contention de la mouvance d'I Don't Know More, qui était le fait qu'on enlevait des protections à l'eau, aux rivières ou aux lacs pendant que le gouvernement Harper était au pouvoir, et aussi l'énorme écho autour de tout ce qui était des conditions de vie à Tawapiskat, qui était une communauté à côté des mines de diamants de De Beers, ou même les sables bitumineux. Donc, à cette époque-là, il y a eu une grosse cohésion qui s'est faite entre les groupes environnementaux et les groupes autochtones. Cependant, c'est pas parfait. Les groupes environnementaux ont eu beaucoup de travail de décolonisation à faire au sein même de leur idéologie, de leur groupe, de leur mobilisation. Pendant longtemps, on a dit, mais pourquoi on a besoin des communautés autochtones? Pourquoi est-ce qu'on doit parler de justice, de justice environnementale, alors qu'on devrait plutôt se concentrer sur l'environnement tout court? C'est que pendant longtemps, on ne voyait pas que les raisons pour lesquelles on se mobilise dans les groupes autochtones n'étaient pas exactement les mêmes raisons pour lesquelles les groupes environnementaux se mobilisaient. Mais les deux, combinés ensemble, amenaient une puissance d'écoute et de frappe au niveau idéologique qui faisait que cette intersectionnalité-là devait se créer. Alors, je dis souvent, maintenant que je travaille dans le milieu environnemental, je dis souvent, moi, je n'étais pas une environnementaliste. À la base, je suis une femme Innu qui a une culture qui est énormément centrée autour de la protection de l'environnement. Ça a donné que la cohésion que j'ai pu créer avec les groupes environnementaux faisait en sorte que mon travail prenait du sens. Mais je n'aurais jamais fait cette cohésion-là si ça n'avait pas été que j'avais rencontré des gens dans des groupes qui eux-mêmes avaient commencé un processus de décolonisation, qui eux-mêmes avaient sorti de leur idée que les luttes de justice climatique n'étaient pas aussi importantes que la lutte de protection de l'environnement. Et pourquoi? Ben, c'est parce que présentement, quand on fait des luttes environnementales, des fois, ça vient avec aussi des problématiques de privilèges. Je donne un exemple. Si on va vers uniquement les moteurs électriques, par exemple, ça va demander des batteries au lithium. Et où va-t-on aller prendre notre source de lithium? Quel genre de changement géopolitique, par exemple, on va voir arriver à cause justement du désir pour des minéraux pour la transition verte. Donc, même les gens qui font la transition verte ont de plus en plus une réflexion sur une transition juste et verte. Alors, pour moi, ça répond justement à ce besoin de cohésion entre nos deux groupes. Et de plus en plus,
grâce à l'exemple qui existe justement dans les groupes environnementaux, qui sont aussi en progression, qui sont aussi en travail continu, eh bien, les milieux de la santé, par exemple, de l'éducation, peuvent prendre exemple sur le travail qui a déjà été fait par rapport à l'intersectionnalité entre ces groupes-là, puisque c'est quand même une question d'avenir et d'urgence, celle de protéger la planète. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi, je me suis engagée, par exemple, dans le milieu environnemental, qui n'est pas nécessairement mon milieu naturel, si je peux me permettre, parce que pour moi, toutes les questions, les enjeux de langue, de culture, des droits des femmes, des droits des aînés, tout ça dépend principalement de l'environnement, du territoire, de la protection de ce territoire-là. Tout ça est soutenu par la Terre et par sa protection. Donc, c'est pour ça que j'ai pu rentrer dans ce milieu-là et trouver justement un terrain d'entente pour que nos luttes puissent travailler ensemble et aller encore plus loin. Et un des moments forts que je dirais qui m'a vraiment inspirée, c'est quand on a marché en 2019 avec Greta Thunberg et que je voyais 30 jeunes alignés tous ensemble, qui marchaient ensemble, qui avaient passé des journées ensemble à parler justement de justice environnementale et de leur travail futur ensemble, et qu'on était en train de marcher. J'ai dit, c'est fou, j'aurais jamais pu penser à ça 10 ans auparavant, et maintenant je le vois, ça se réalise. Donc, cette progression-là est vraiment quelque chose qui va nous donner une base pour s'inspirer pour d'autres questions, pour d'autres luttes. Et je vous invite justement à découvrir les moments de justice réparatrice qui existent dans les milieux environnementaux, de voir aussi comment on peut travailler ensemble, avoir une cohésion sur les territoires éloignés entre groupes allochtones et groupes autochtones qui sont partis sur des bases différentes, mais qui se rejoignent sur une lutte commune. Alors, je vous souhaite une belle semaine, un bon jour de la Terre, et j'espère que vous partagerez cette vidéo, que vous n'hésiterez pas non plus à partager les sources de format podcast qu'on a pour la chronique Parole autochtone. Je vous souhaite une belle semaine.